Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. On est mardi, on a déplacé Overtime d'une petite journée pour laisser place à l'acte 4 hier soir de cette finale. On a plutôt bien fait parce que Zug a relancé ses intérêts et n'a pas laissé Zurich filer vers le titre. Je suis David Pietronigro, vous allez passer une bonne partie de votre pause de midi en ma compagnie, mais je ne serai pas seul pour passer cet épisode, le 33e de la saison 2 de Overtime. Je vais le passer également avec Pascal Eberhardt et Jérôme Bechat. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde, salut David. Alors, salut Jérôme aussi. Salut Pascal. Alors hier soir, comment vous avez accueilli ce résultat et cette finale qui n'a finalement pas pu voir Zurich soulever la coupe? Je te laisse y aller Pascal, tu étais sur place. Écoute, avec un certain soulagement, parce que je suis aussi très altruiste, je pense à mes autres collègues qui n'ont pas encore eu le temps de passer sur la finale, hein, n'est-ce pas David? C'est très gentil, merci. Maintenant, il ne reste plus qu'un acte 6, et puis comme ça, tu pourras aller fermer le Hallenstadion. On est 6 à pouvoir prétendre commenter. S'il y a 6 matchs, tout le monde est content, c'est ce qu'on dit. Voilà, exactement. Et, après, voilà, je pense que Zug a continué sur son plan de jeu. Les ajustements faits par Dan Tangnes étaient juste là, comme il l'a dit à l'interview, pour forcer les gars un peu à discuter entre eux un peu plus et à trouver d'autres automatismes. On a vu que c'est d'ailleurs la troisième ligne, pardon, de Zug qui a marqué le premier but, qui a égalisé. Et surtout, on a vu un Zug beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus dominateur dans le secteur notamment des tirs au but, aller vers l'avant avec beaucoup de vitesse. J'ai aussi trouvé au deuxième tiers qu'ils avaient bien bloqué la vitesse de la première ligne zurichoise, Malguin, Andrighetto, Lunstein. Donc il y a eu pas mal de bonnes choses de fait. Et surtout, le puck, cette fois-ci, il a rebondi en leur faveur, comme on dit. Hein. On a vu notamment cette action à la 6e minute où Giannoni fait l'arrêt, le puck passe entre ses jambes, continue à longer le but. Il n'y a pas de Zurichois pour pousser au fond. On aurait été à l'acte 3, ce puck est terminé au fond. C'est vrai qu'il a peut-être manqué un petit quelque chose dans tout l'énergie et ce qui a été déployé par Zurich. On rappelle aussi que bien sûr on vous attend dans le chat. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pour cet épisode encore. Hein. Bien sûr, on est là pour ça, on a du temps et on y répond bien volontiers. On voit que les premières questions déjà arrivent, on va y revenir. Jérôme, toi, ton sentiment sur ce match d'hier soir? Écoute, sur les 3 premiers matchs, Zug était pas loin. Ils perdent chaque fois d'un but en menant au score. Donc je pense que c'est logique qu'ils en gagnent un. Mais ce qui est génial, c'est qu'avant le match de hier, c'est 3-0 Zurich. Tout le monde dit « Ah, Zurich sera champion, c'est fini ». Et puis maintenant que Zug est revenu à 1-3, on se dit « Ah, il y a peut-être une chance que Zug soit champion ». Parce que le prochain match, c'est à Zug. Ils vont peut-être sûrement gagner. Ça fera 2-3. Après, tu as un 6e match à Zurich. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc finalement, cette formule playoff, c'est vraiment très, très intéressant parce que là, il y a beaucoup de monde qui pense que Zug maintenant peut être champion. Et puis sur le match de hier, je pense que les changements de ligne apportés par Dan Tangnes ont été bénéfiques parce que sur la première ligne, Hoffman, Kovar, Simeon était un peu absent des 3 premiers actes. On pensait que Dan Tangnes allait changer de ligne, mais on ne pensait pas qu'il allait descendre Hoffman. On pensait qu'il allait laisser Hoffman et Kovar ensemble et puis reléguer Simeon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Kovar et Simeon ensemble. Il a mis Herzog à la place. Et puis, Herzog-Hoffman, c'est le changement entre les 2 premières lignes, mais ce n'est pas vraiment un changement de poste pour poste, parce que Herzog, il n'a pas le même rôle qu'Hoffman. Herzog, c'est plutôt le gaillard qui va devant le gardien, qui va boucher la vue du gardien. Hoffman, pas du tout. Donc, en fait, en redistribuant ce rôle-là, il a redistribué les rôles de Kovar et de Simeon. Et je pense que ça a un petit peu déstabilisé Zurich. Et puis Zurich, il ne faut pas être aveugle pour le voir, il se focalise vraiment sur les 3 premiers actes, sur la ligne Kovar-Hoffman. En les séparant, tu as 2 lignes à matcher. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Moi je perçois comme toi le même sentiment que hier. De toute façon, Dan Tangnes se devait d'essayer quelque chose. Il n'a pas non plus 12 000 possibilités et de bousculer son premier bloc pour peut-être un petit peu le piquer et l'amener à avoir une réaction avec les changements que tu as évoqués a été le bon choix qu'il fallait faire, vu qu'il y a eu une énorme énergie, hein, parce que Zug a très bien commencé la rencontre, a été très dominant, a beaucoup tiré.
Pourtant, c'est Zurich qui a marqué contre le cours du jeu. On va y revenir dans quelques instants. Mais ça n'a pas déstabilisé cette fois-ci les Zougois qui ont continué de mettre cette grosse énergie suite à ces lignes peut-être modifiées. Hein. Ça peut être une explication aussi. Hein. Ça peut aussi être forcément le sentiment de toujours avoir été proche, mais de ne jamais pouvoir y être arrivé, puis de se dire, si on ne donne pas tout aujourd'hui, on aura des regrets et cette finale, elle sera perdue. Donc, il y a un peu de tout ça, forcément, dans ce qu'a fait Dan Tangnes. Mais maintenant, Pascal, sur ce que dit Jérôme et sur ce que j'explique, sur le prochain match, tu gardes ce qui a fonctionné au match 4 ou est-ce que tu rebrasses les lignes pour peut-être un petit peu déstabiliser Zurich encore? Non, il faut conserver ces lignes-là pour le moment, en tout cas. Il faut qu'ils gardent l'option de rebrasser au cas où ça tourne mal. Mais je ne suis pas sûr que Ricard Grunborg va chercher absolument à matcher, d'autant plus avec le deuxième, en changeant, en n'ayant pas le dernier changement. Ça va être plus compliqué pour Grunborg et Zug. Je ne dis pas que Zug va absolument gagner ce match-là. Je ne suis pas forcément aussi affirmatif que toi, Jérôme, là-dessus. Mais revenir avec Hoffman, Simeone et Kovar ensemble demain, pour moi, ce serait une erreur au vu du match, comme tu le disais, parce que justement, c'est plus Simeone ou Kovar qui doivent aller gêner le gardien zurichois, mais c'est Herzog qui va y aller. On sait que Herzog, il attire plus facilement aussi les joueurs adverses par sa réputation. Et il a plus aussi peut-être de résistance par rapport à un Christian Marty que ne pourrait l'avoir un Kovar Ouais, bon, ou un Simeone. Kovar, on connaît le joueur spectaculaire qu'il peut être, mais en play-off, il faut se rappeler que la saison dernière, déjà, il nous avait montré un petit peu l'étendue aussi de son jeu physique quand il s'était occupé de Tom Ernest en personne. Et là, regardez, sur chaque arrêt de jeu, quand il est sur la glace, il est dans la mêlée. Hein. Il aime bien ça aussi, aller se chercher des petites embrouilles. Finalement, là, il ne devrait pas y en avoir. C'est son style, hein, mais ça lui impacte peut-être un petit peu moins de présence cette saison, d'une domination comme la saison dernière, d'être vraiment le joueur clé peut-être de l'équipe. Surtout, ça prend de l'énergie d'aller tout le temps un petit peu se battre, un petit peu se chamailler. Après, il a son frère en face. Hein. Alors, est-ce que ça l'aide à aller chercher des noises? Je ne sais pas. Je sais pas comment on joue quand on est contre son frère. Mais c'est vrai que Hoffman-Kovar, dans cette finale, c'est 5 points. Il y a 2 buts pour Hoffman, 3 assists pour Kovar. Et puis Malguin Andrighetto, c'est 11 points. Donc pour l'instant, Malguin Andrighetto, il gagne cette finale à eux deux, on va dire ça comme ça. Il y aura le retour de Cadono aussi demain. Je crois qu'il a purgé son deuxième match de suspension. Donc ça amène quand même du poids en défense. Alors est-ce que demain, Grunborg va changer ses lignes, lui, pour déstabiliser Tognes? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense pas. Le seul qui pourrait enlever, Jérôme, peut-être rodé dans la ligne, c'est d'enlever Hollenstein comme il l'avait déjà fait dans ses playoffs pour essayer un autre troisième larron aux côtés des deux, comment dire, phénomènes. Ouais, ou alors renforcer sa ligne de centre et puis faire rentrer Raw. Mais tu sors qui à ce moment-là? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Bon, avant de se poser... Juste pour rebondir sur ce que dit Jérôme, on va faire entrer Ro, on sait que Ro, il n'est pas dans l'odeur de santé actuellement chez Grunborg. Hein, il n'y a qu'à voir l'utilisation qu'il en fait dans les playoffs. À la place de quel étranger? C'est ça la question. C'est que Nouro est indispensable en défense. Je pense que c'est à la place du gardien. Si tu fais rentrer Kenville ou Ro, tu dois sortir Kovar. Mais moi je le sortirais pas avant une moi, deuxième défaite. Je le sortirais pas non plus. Non. Parce que Kruger et Azevedo sont tellement dominants dans les mises en jeu. Ro est pas mal aussi dans ce secteur-là, mais peut-être pas autant dominant qu'eux. Donc c'est clair, c'est une question qu'il va peut-être avoir dans un coin de sa tête, Ricard Grunborg. Mais comme le dit Pascal très justement, je crois pas avant le match 2. Bon, on revient sur ce match d'hier, avant de peut-être venir sur la série en général, messieurs. On a dit Zug beaucoup fait du mieux dans tous ces secteurs, a bien maîtrisé, je crois que c'est Jérôme, tu nous le disais, la ligne de parade hier, les a freinés aussi en zone neutre pour les empêcher de prendre de la vitesse, sauf une action, Pascal, c'est le but de Malguin, de nouveau, je sais pas, toi tu étais en bord de glace, est-ce que c'est plus impressionnant encore qu'à la télévision? Oui. La réponse est courte, mais oui. Non, mais pour vous dire simple, c'est quand j'ai vu passer devant moi, je savais qu'il allait marquer. C'est aussi simple que ça. Ça se voyait. Ah, tu l'as vu passer quand même? Non, j'ai vu un très jaune bleu passer devant moi. Hein. Non, c'est vraiment impressionnant. Il prend le puck, il vient se coller contre la bande et là
on sait quasiment, et les 4 Zougois qui étaient à côté de moi, dont Cadena ou Marchini, Lander, je ne sais plus qui était le quatrième joueur Zougois qui était à côté, euh, ils savaient aussi que ça allait être très dur pour Giannoni et que ça allait terminer au fond. Ça se voyait sur cette action-là, et après, c'est clair que il y a eu au troisième tiers notamment une action où Malguin part en compte seul face à Noro, face à Joss, et Joss coupe la vitesse de Malguin plutôt que d'aller jouer le puck. Et ça fonctionne. Derrière, Joss récupère le puck, peut faire un dégagement clean par la bande. Donc, on a peut-être trouvé aussi, enfin compris, j'ai envie de dire, la tactique à adopter face à cette ligne-là. On a aussi beaucoup moins vu Andrighetto. En tout cas, depuis le bord de glace, on l'a beaucoup moins vu. Il faut dire, il dépasse à peine comme Malguin, mais on l'a beaucoup moins vu. Je l'ai en tout cas peu entendu aussi dans le commentaire de Régis et Gary. Alors, pour revenir, pour changer le troisième larron, je pense pas, parce qu'en plus, celui qu'il aime bien mettre à la place de Lundstein, c'est Pedretti. Il faudra voir dans quel état est-ce est le Jurassien, parce qu'il a fait comme une sacrée mauvaise chute. Il a fini le match, mais il a quand même passé 2-3 minutes avec le médecin à regarder l'épaule, à regarder le poignet, à secouer le poignet beaucoup. Là, j'avais une bonne vue sur lui au troisième tiers, mais c'est... voilà, à voir. Il y a une question. Vas-y, Jérôme, après je prendrai la question. Moi, ce que j'ai bien aimé de Zug hier, c'est Zurich, en fait, quand ils entrent dans la zone zougoise, ils font à peu près tout le temps la même chose. C'est qu'ils essayent d'aller en 1 contre 1. Et si l'attaquant n'arrive pas à passer, il freine et il fait un délai. Et il remet le puck à la bleue. Et hier, les Zougois ont beaucoup bloqué cette passe-là. Ça a été très compliqué pour Zurich de faire des délais. Et je me demande s'il n'a pas fallu 3 matchs pour comprendre ça. Et puis pour que Dan Tognes ajuste ses... Pour le comprendre, peut-être pas 3 matchs, Jérôme, mais pour le pratiquer et le mettre en place. Oui, voilà. c'est ça, pour le mettre en place, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il faut le comprendre, il faut l'expliquer, et il faut que les joueurs appliquent. Ça fait 3 fois. Mais si Zurich n'arrive plus à faire ses délais, justement, ça va être compliqué. Parce que si on arrive à bloquer la vitesse d'Olenstein, de Malguin ou d'Andrighetto, qui n'arrivent plus à passer en 1 contre 1, et que derrière, ils ne peuvent pas faire le délai, ça va devenir compliqué, honnêtement. Ouais, c'est pas la seule solution que ces joueurs ont, mais c'est vrai que c'est leur habitude et leur façon de procéder qui explique aussi leur succès dans ces playoffs, parce qu'avec la vitesse mise en place, il y a vraiment la possibilité de mettre à mal chaque défense, et le pauvre défenseur zougois sur le 1-0 hier cherchait encore le puck, je crois, ce matin. Donc voilà. C'est Muller, il est attaquant, le pauvre. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas né pour défendre. Allez, une question de Gaëtan, Pascal, peut-être pour toi. Au vu de la domination de Malguin sur le jeu, est-ce qu'un club de NHL pourrait s'y intéresser? Est-ce que Malguin pourrait lui être aussi intéressé? On sait que ses droits appartiennent toujours à Toronto. Est-ce qu'on pourrait peut-être, vu d'un autre club de NHL, poser la question, qu'est-ce que ça pourrait coûter de le faire venir dans un autre club? Alors, si je ne fais erreur, j'ai pas sa fiche sous les yeux, il me semble qu'il est RFA, donc agent libre avec restriction, ce qui veut dire que Toronto pourrait recevoir une compensation s'il est signé. En tout cas, Toronto est la priorité pour le signer. Toronto, ce ne sera pas une bonne adresse pour Denis Malguin, ça c'est sûr. C'est clair. Après, je pense qu'il y a toujours un intérêt de Denis Malguin pour la NHL, et je crois que c'est ce qu'il avait dit quand il est revenu en Suisse, déjà à Lausanne, c'est qu'il était là pour repartir. Il a montré qu'il a largement le niveau de la NHL. Dans la NHL moderne, la petite taille n'est plus un problème. Maintenant, il faut qu'il soit au bon endroit au bon moment. Il n'a jamais été au bon endroit au bon moment dans sa carrière. En Floride, ils n'avaient pas besoin de... Enfin, on ne comptait pas sur lui. On l'avait repêché, on l'avait signé, mais finalement, ce n'était pas la même équipe qui l'avait signé, donc on ne comptait pas sur lui. Et à Toronto, il est arrivé dans une équipe qui a des ambitions et qui compte déjà des artistes sur ses premières lignes avec Matthews, avec Marner, avec Nylander. Donc voilà, c'est de ce côté-là. Est-ce que finalement, si notre équipe doit s'y intéresser, Jérôme, ça ne doit pas être une équipe en totale reconstruction? Je crois qu'il y a une équipe en reconstruction totale qui est chère à nos collègues québécois, si tu vois ce que je veux dire, qui pourrait peut-être faire venir Malguin. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il a le talent de la NHL. Je veux dire, il est au-dessus de tout le monde en National League. Ça fait 2 ans qu'il nous le prouve. Ouais, mais cette année, je pense qu'il est encore meilleur que l'année passée à Lausanne. Déjà à Lausanne, il était incroyable. Mais cette année, j'ai eu la chance de faire l'acte 3 à Zug, au bord de glace. J'étais tout le match à côté du banc de Zurich. Mais il va plus vite que tout le monde, mais dans tout. Dans ses réactions, dans la prise d'information,
avant le puck, le regard, est-ce que je fais continuer le puck, est-ce que je reviens, la prise d'information, la vitesse de pied. Hier, il fait un freinage, c'est Dios qui est devant lui. Il fait un freinage à un moment donné il passe derrière le but, Malguin accompagné de Joe, il revient, Joe il freine 2 mètres après. Le temps qu'il comprenne que Malguin n'était plus là, Malguin était déjà presque dans le slot. Non, mais il va plus vite que tout le monde, les petits pas. À un moment donné, en power play, il est arrêté le long de la bande, juste devant moi, Malguin. En 3 pas, il prend une vitesse mais folle. Il fait tout mieux que tout le monde, plus vite. Et puis on parle même pas des mains là, parce que avec la vitesse où il balade le puck, c'est incroyable. Donc pour moi, il peut jouer en NHL. Et puis peut-être qu'en NHL, on a besoin d'un gaillard comme lui qui sait jouer dans un petit périmètre. Avec une glace un peu plus petite, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui prend de la vitesse très rapidement, qui sait jouer dans un mouchoir de poche, comme on dit. Et puis c'est un buteur. Hein. Bon, il ne faut pas 36 000 occasions pour mettre au fond. Hein. On sait qu'en NHL, on aime bien les grands, gros gabarits, mais qu'il y a quand même du potentiel pour d'autres. Hein. Il y a quand même des petits gabarits qui s'y adaptent très bien, Pascal. Patrick Kane. Patrick Kane est quand même un plus gros gabarit que... Ouais, mais... Cole Caulfield, par exemple, si on continue de parler de Montréal. Si on continue de parler de Montréal, Cole Caulfield, Nick Suzuki sont typiquement un peu le même genre de gabarit. Hein. Un Trevor Zegras à Anaheim n'est pas non plus un très gros format et c'est un joueur qui électrise sur la côte ouest. Alors on le voit un petit peu moins sur les matchs que nous on diffuse sur MySports parce qu'on est plus axé sur la côte est puisqu'il y a un peu plus de Suisse. Mais tu parlais de clubs en reconstruction, il n'y a pas forcément que Montréal qui est en reconstruction. Mais typiquement, c'en est un, mais on l'a vu avec Kevin Fiala. Hein, typiquement, c'est l'exemple. Alors lui n'est pas revenu en Suisse pour jouer, mais il n'était pas au bon endroit à Nashville et les échanges qui l'ont amené à Minnesota ont fait de lui un joueur extrêmement dominant. Alors ça... C'est clair. Un feu, là. Voilà. Non, mais tu te dis que y a de la place peut-être pour lui là-bas, mais que pour une fois, sa bonne étoile devrait le suivre pour traverser l'Atlantique. Andrighetto aussi, peut-être, pourrait aussi avoir des envies, peut-être, de revoir ce qui se passe là-bas. Hein, aussi, c'est 2 joueurs hors normes. Hein, ils sont associés. Ils vont faire du bien certainement à l'équipe de Suisse au championnat du monde. Voilà, c'est le facteur qui allait encore pour moi être décisif. C'est 1, qu'il soit présent au championnat du monde et 2, qu'il fasse un bon championnat du monde. Parce que c'est quand même la partie qui est aussi plus observée parce que c'est face à des joueurs, parfois il y a des joueurs de NHL en face. Donc, même si Joe c'est un ancien joueur de NHL, même si il y a des joueurs de très bon calibre à Zug ou dans le championnat suisse, les recruteurs et les directeurs généraux ont tendance aussi à regarder ce qui se fait face à des joueurs qu'ils connaissent. Ouais, c'est ce que nous dit Fabien dans le chat, hein, c'est qu'il va plus vite que tout le monde en Suisse, mais que la NHL, c'est peut-être pour lui, selon ses mots, 2-3 crans au-dessus. Mais bon, il aurait tort de ne pas y croire, en tout cas. Mais bon, il va se concentrer... Voilà. Est-ce que Vladi réagit à ce que j'ai dit, il y a eu un grand pardon en équipe de Suisse vis-à-vis de tout le monde et comme on veut repartir sur de nouvelles bases, je ne vais pas dire rajeunir les cadres vu que Vera et Ambul sont toujours dans l'alignement même si on a écarté pas forcément de manière très élégante Raphaël Diaz. Denis Malguin fait partie des éligibles maintenant pour le nouveau cycle olympique. On revient plus à la finale, messieurs. On a fait on a un petit peu dérivé avec Malguin qui émerveille tout le monde, c'est normal. Nous qui suivons quand même 60-70 matchs par saison, on est encore à s'émerveiller. Les spectateurs qui regardent cette finale nous le disent d'ailleurs dans le chat que pour l'instant on a 4 super matchs de cette finale. Donc c'est vrai qu'on est assez gâtés pour l'instant de voir ça. C'est pour ça qu'on était content que ça se poursuive. Non pas qu'on n'a pas envie que Zurich soit champion, c'est pas ce que l'on dit, mais simplement que le plaisir dure un petit peu plus longtemps que ces demi-finales déjà qui s'étaient terminées rapidement. On enlève le match 4. On a parlé dessus, messieurs. C'était le réveil zougois. Ce qui s'est fait avant, quand même, c'était des victoires un petit peu à la zurichoise. De signer toujours un 3e tiers très fort pour aller faire mal à Zug et mener 3-0 dans cette série. Alors, ce match 4, est-ce que c'est le match de la révolte et de la remontada zougoise ou est-ce que c'est un feu de paille et Zurich, comme le dit Fabien Lussier, va s'adapter parce qu'il y a beaucoup de talent
et gagnera le prochain match. Je vous laisse Je peux te, disserter. Merci. Au revoir. je peux te répondre demain à 22h30. Écoute, Non. j'avais envie de faire un rage quit sur cette question. Non, ouais, c'est très difficile à dire. Franchement, avec le niveau qu'on a dans cette finale, c'est vraiment très difficile à dire de ce qui va se passer. On peut avoir de nouveau un Zug extrêmement dominant dans le jeu. C'est un peu la question que j'ai posée à Yann Kovar après le match. Hein. Est-ce que c'est cette formule qu'on a vue de Zug hier, c'était la formule pour gagner? Je me souviens plus très bien ce qu'il me dit parce qu'il y avait quand même encore pas mal de bruit au moment de l'interview, notamment des supporters zougois qui étaient contents de pouvoir retourner encore une fois à la Bossart Arena. Voilà, bah, on sait que Grunborg est un fin tacticien. Hein. Il nous l'a prouvé cette saison encore plus que les deux précédentes, qu'il peut s'adapter à n'importe quoi. On a vu que Tangnes est capable de s'adapter et de changer sa tactique. Tout ça, c'est vrai, ça s'est joué sur des petits détails, les 3 matchs précédents. Hein. Même si on prend l'acte 1. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est ce que j'avais mis sur les réseaux sociaux après le match 3. C'est ce tir d'Hoffmann qui est dévié par Herzog, qui saute, et ça touche juste le bout du talon, du patin de Herzog, alors que que Jakub Kovar est battu, et ça aurait fait 2-2 dans ce match-là, où ça donnait l'avantage à Zug, et c'est le petit détail, le petit centimètre qui fait que c'est frustrant. Et il y a encore eu le poteau de Marco Müller sur le premier powerplay hier, qui aurait pu frustrer les Zougois. Bah, hier, le puck qui a enfin rebondi pour eux. Voilà, le puck avait des yeux pour les Zougois, c'est d'ailleurs ce qu'ont dit nos experts en plateau hier. Hein, puis ce but, le 1-1, qui est ce coup de flipper, Jérôme aussi, qui fait du bien d'avoir ce genre de but aussi pour soi, après de les avoir encaissés quand même à plusieurs reprises dans les 3 premiers matchs. Bah écoute, moi sur les 3 premiers matchs, à comparer de celui d'hier, j'ai trouvé hier Zurich un tout petit peu moins bon que lors des 3 premiers matchs. Et on voit que tu as une équipe qui est un tout petit peu moins bon un soir, et bien elle perd 4-1. Il n'y a pas de miracle. Mais les 3 premiers matchs, 1 ou 2 matchs auraient pu tourner pour Zug. Hein. Le premier, ils le perdent à 2 secondes de la fin. Ça aurait pu partir en prolongation. Et puis Zug aurait très bien pu marquer en prolongation. L'acte 2, il y a un partout. Puis il y a ce but zurichois à 3 minutes de la fin. Zug a eu les occasions aussi pour marquer le 2-1. L'acte 3, bah, il y a 1-0 pour Zug, et puis il y a ces 2 buts de Zurich en 1 minute 30. Là, ouais, je veux dire, Zug n'est pas passé à côté de ces 3 premiers matchs. Ils auraient pu en gagner 1, ils auraient pu en gagner 2, et puis bah, ils se retrouvent à 0-3. Et puis hier, bah, c'est vrai, le puck a tourné pour Zug. Il y a ce premier but, c'est un rebond de Kovar, un des rares rebonds de Kovar, hein, d'ailleurs, qui est sorti sur Tsender. Le deuxième but, c'est l'autogol de Gehring, même s'il n'y a pas d'autogol officiellement en hockey sur glace. Ouais, Mais c'est Kiviste Kovar et Gehring qui marquent ce but pour Jules. Le troisième, c'est le but de Simeone, mais c'est une passe involontaire de Kovar. Là, je ne sais pas ce qu'il fait avec ses patins, mais il y a le puck qui arrive sur la canne. Donc hier, ça a tourné pour Zug. Alors, est-ce que demain, ça va retourner pour Zurich? Est-ce que ça va tourner pour Zug? Franchement, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il n'y a aucune des 2 équipes qui est vraiment passée à côté de son match. Il y a 3-1 pour Zurich, mais Zug n'est pas un ramasse. Hein. Ils ne sont pas du tout à côté. Ils font jeu égal. C'est vraiment 50-50, quoi. Je vais te poser, Jérôme, la question différemment. Est-ce que hier, on a vu le vrai visage de Zug dans ces playoffs, celui qui veut être dominant et qui peut réagir même en étant mené 3-0, ou est-ce que Zurich était un peu en dedans et n'a pas pu rivaliser avec la prestation zougoise? Alors moi, c'est mon avis personnel. Moi, je n'ai pas trouvé Zug meilleur que les 3 premiers matchs. J'ai trouvé Zurich un peu moins bon. Honnêtement. Ils ont pas mis cette pression défensive qu'ils mettaient lors des 3 premiers matchs. Il manquait pas grand-chose. Ils ne sont pas passés à côté de leur match hier, hein. Loin de là. Mais je les ai sentis un peu moins impliqués. Alors, est-ce que c'était la peur de gagner le titre? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on se dit un peu comme dans tous les sports, bah, il y a 3-0, de toute façon, le 4e, on va le gagner aussi. Je ne sais pas, mais je n'ai pas trouvé Zug meilleur. J'ai trouvé un autre Zug avec le changement de ligne, on l'a dit. Ça a été un autre Zug, mais je n'ai pas trouvé que Zug était vraiment meilleur que les 3 premiers actes. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal. Mais... Alors, je n'ai pas trouvé les Zurichois nerveux. Peut-être dans le jeu de temps en temps, au deuxième tiers, il y a eu une phase où ils ont un petit peu eu plus de peine à manager le puck. Mais je pense pas que c'était cette peur au ventre de gagner le petit bras, comme on dit au tennis, hein, toi qui aimes bien le tennis. Voilà, Zug, comme tu dis, a continué à jouer comme ils ont joué dans ces playoffs. C'est clair.
Je pense qu'on aurait pu jouer à pile ou face. Je ne suis pas le seul à avoir utilisé cette expression, hein. Sur les 3 premiers matchs, à chaque fois, c'est tombé du côté Ouais, c'est ça. C'est de ce qui était Zurich. valable pour Fribourg aussi en demi-finale Exactement, contre Zurich. c'est ça. c'est exactement la même chose que contre Fribourg. Les 3 premiers actes ont tourné pour Zurich, mais j'ai pas eu le sentiment peut-être d'un découragement de la part de Zug, Ah non. comme on a pu le voir du côté de Fribourg après l'acte 3 en demi-finale, où finalement aller à l'acte 4, c'était plus une gageure qu'une réalité. Là, c'est vrai que à la sortie du vestiaire, j'étais juste à la sortie du vestiaire quand ils sont allés à l'échauffement, les Zougois tu les sentais extrêmement motivés. Et pourtant, ils savaient qu'ils étaient dans un environnement hostile et il y avait clairement 10 500 personnes qui étaient contre eux dans cette patinoire, sans compter la sécurité et les joueurs de Zurich, hein. Il y avait, Mais, par contre, les supporters zoukois étaient venus en nombre. Il y avait à peu près 500 supporters zoukois qui ont fait un bruit énorme durant toute la soirée. Ouais, il y a Dan Tognes qui leur a demandé de faire du bruit. Hein. Ouais, Au retour du troisième tiers, là, il était dans l'arrondi, il leur a demandé de faire du bruit, donc c'était sympa comme image. Mais finalement, que Zug étouffe comme ça Zurich, hein, avec les tirs cadrés, 18-5 après le premier tiers, 11-6, et puis équilibré dans le troisième tiers, c'est ce qu'il a fallu aussi peut-être pour arrêter un petit peu cette dynamique zurichoise qui s'est mise en place avec toutes les victoires qu'ils ont fait depuis la fin de la série des quarts de finale contre Bienne. Il fallait quelque chose, il fallait une grande équipe et Zug, on a clairement les capacités, le contingent, la qualité des joueurs pour faire ça. Et hier, tout s'est réuni, plus ces petits pucks qui avaient des yeux en leur faveur, ce qui explique ce résultat et qu'il va falloir reproduire là-dessus. Il y a Vladi dans le chat qui nous dit qu'il parie 10 000 faux francs que Zurich gagne demain. Alors Vladi, on peut dire ça autrement. Si Zurich gagne demain, on t'amènera à un prochain match des Mélèzes les croissants. Et si c'est le cas inverse, c'est Zouk qui gagne, c'est toi qui viens nous livrer les croissants ici dans nos studios de Recense, côté de Fribourg, non? On peut faire ça comme ça. Moi, j'ai une question pour Vladi. 10 000 faux francs, c'est combien de vrais francs? C'est quoi le taux de change? Non, mais moi, ce que j'ai trouvé, tu disais, David, à l'instant que Zug a beaucoup plus tiré que Zurich. Je me demande, alors je ne sais pas, parce que hier, j'ai regardé le match à la télévision, j'ai vu 2 actes en vrai, alors peut-être que ça me fausse dans mon analyse, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que hier, Zug a pris des tirs qu'ils n'ont pas pris lors des 3 premiers actes. Comme si la donne, c'était, dès que tu peux tirer, tu tires. Alors que sur les 3 premiers actes, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tiré lorsque vraiment le champ était dégagé, pas qu'il y ait un tir bloqué zurichois pour permettre une contre-attaque et tout. Et hier, j'ai vraiment eu l'impression que c'était, on arrive dans la zone, dès qu'on peut tirer, on tire. J'ai le même ressenti, Jérôme, parce que c'est le premier match où Zurich bloque autant de tirs, hein. Finalement, c'est beaucoup Zug qui bloquait les tirs dans les premiers actes. Donc là, on a pris sa chance dans plus de positions différentes. Ça explique les 39 tirs cadrés, plus les 16 tirs bloqués, 20 tirs bloqués par Zurich dans la performance d'hier. Donc ça, c'est clairement. Par contre, il y a un secteur qui ne fonctionne pas, Pascal, encore. Hein. Il a fallu un 5 contre 3 lors de l'avant-dernier match pour marquer pour Zug. Et hier, il passe, je vais juste confirmer, 6 minutes 47 en powerplay, 0 sur 4 au final dans la soirée. Et ça, forcément, ils en auront besoin à un moment ou à un autre. Ça a déjà commencé contre Davos. Hein, tout le monde oublie, mais ça a commencé contre Davos. Avant le but à 5 contre 3, leur dernier but, c'était lors de l'acte 2 contre Davos. Donc, c'est pas un problème récent où c'est Zurich qui a la clé pour bloquer le powerplay de Zug. Il y a quelque chose c'est la loi de la moyenne qui les a rattrapés, tout simplement, sur le powerplay. Hein. Coucou Stéphane. Bon, non, ils sont à 8% d'efficacité en finale. Mais ils sont à 26% sur l'ensemble des playoffs, mais ils avaient été tellement en quart de monstrueux. Finale, ils sont 42-43%. Ouais, contre Lugano, ils sont monstrueux. Ils ont marqué, ils ont marqué 3/4 des buts en powerplay contre Lugano. Donc forcément, ça allait tourner, comme on dit. Allez, salut Alex, ça allait faire la crêpe. Arrête de faire des salutations à toute l'équipe, toi aussi. Ouais, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Non, mais à part ça, ce que tu disais, Jérôme, est tout à fait juste. C'était une réflexion qu'on avait avec Gary lors de l'acte 2, sur une action tout d'un coup de Simeon, Kovar et Hoffman. Et Simeon a la possibilité de tirer et choisit de faire la passe. Et je me souviens que j'avais fait la réflexion que finalement, on retrouvait le Simeon d'avant la saison passée, qui était plus un passeur qu'un buteur, et qui choisissait, c'est peut-être la fébrilité, la tension,
un petit moins bien personnel qui fait qu'ils choisissaient plus le tir. Et là, peut-être que Tangnes leur a dit tirer, 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 tirer. Et effectivement, bah, ils ont pris plus de tirs, mais en même temps, ça prouve que bah, ils avaient plus souvent le puck. Et bah, tout simplement, ils ont obligé notamment la première ligne à défendre. Et alors, on sait que Hollenstein, c'est pas le roi de la zone défensive. Donc, c'est compliqué. Malguin et Andrigetto, ils ont plutôt les yeux tournés vers le but adverse. C'est plus la deuxième ligne, Kruger, Azevedo, Bodenman qui a ce rôle-là de devoir contrer notamment la première ligne zougoise. Donc là, ils ont réussi à mettre un petit peu Zurich sur l'arrière du patin, et c'est peut-être Bah, ça c'est ce ce qui qu'il faut faire. rend compliqué finalement le pronostic final et les projections, hein. Dans le chat aussi, il y a Nicolas Chaorians qui dit Zouk va la gagner, il y a Vladi qui dit que c'est Zurich, d'autres qui affirment ça. C'est ce qui rend ça aussi. Et de revenir aux tacticiens, vu que vous l'avez évoqué avant, Grunborg, Tangnes, c'est aussi deux grosses têtes pensantes. Mais Grunborg, il est peut-être plus dans son sujet qu'il connaissait avant en sélection, où il avait que des matchs coup près à gagner avec la Suède quand il la coachait. On a beaucoup émis de critiques sur le fait qu'il devienne coach d'une équipe dans un championnat. En playoff, c'est différent et il nous en donne un petit peu un aperçu quand même de ses fins coups tactiques et de ce qu'il pourrait encore amener peut-être au match 5 demain soir. Bah écoute, les coups tactiques de Grunborg, il n'y en a pas eu 50 000 lors de ses playoffs. Il est mené 2-0 contre Bienne en quart de finale, il fait entrer Kivistö en défense. Derrière, c'est deux blanchissages, c'est les deux victoires de Zurich 1-0. Alors même si Bienne menait 3-2, puis il y a eu deux matchs pour se qualifier, ben, Zurich a passé. Et puis en Il y a aussi eu demi-finale, un ben, changement tactique hein, pour le match 6. Hein. C'est le moment où il met Hollenstein à la place de Pedretti sur la première ouais, ligne. et puis il y a un autre moment aussi, c'est à un moment donné, Christian Marty est fautif sur le but de Brunner. Il prend une pénalité derrière et il ne le fait plus jouer. Donc Christian Marty au bout du banc. Et ça, c'est un sacré message pour l'équipe, hein. Quand on te met un Ah gaillard comme Christian ben, Marty au bout du banc, ça veut dire Marty, moi je que. veux dire Kenville, Rowe qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu Ouais. parce que Et les puis décisions elles après, sont fortes. Après, il faut voir voilà. comment il l'explique à l'interne aussi, hein, pour Et que puis le deuxième coup le message tactique, enfin, passe. ouais, et le troisième coup tactique de Grunborg après l'entrée de Kuvisteux et Marty sur le banc, ben, c'est faire jouer cette demi-finale à Weber au but. Donc ça veut dire que Bon, il était Kovar, malade, Weber, Kovar, sur la Kovar. communication officielle. Oui, mais est-ce que c'est un coup tactique? Est-ce que c'est pas un coup tactique? Je sais pas, mais en Tout tout le cas, on clin peut que d'œil. lui donner, on peut que lui donner raison. Donc, mais par contre, on verra ce qu'il fera de sa quatrième ligne demain, parce que la quatrième lignère de Zurich n'a pas été à la fête, hein. Non, on va en parler dans Je le crois studio demain qu'ils, soir d'ailleurs. je crois qu'ils encaissent 3 buts. Là, Oui. ils encaissent 3 buts sur 4. Et puis, c'était un petit peu jusque-là, lors des 3 premiers actes, la bataille qui avait été gagnée. La quatrième ligne de Zurich était beaucoup plus efficace que la quatrième ligne de Zug. Hier, d'ailleurs, il a fait un changement, hein, Tangnes en sa troisième et quatrième ligne. Il a fait monter Souris en troisième ligne et il a fait descendre Barhoffner en quatrième ligne. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, hier, la quatrième ligne de Zurich est passée à côté. Alors, est-ce que Grunborg va changer troisième, quatrième ligne demain? Est-ce qu'il va moins la faire jouer ou plus pour lui donner plus de rythme et plus de confiance? J'ai envie de Je te ne sais dire qu'il pas, sera, mais il sera à ça va être l'extérieur, donc intéressant. il n'a pas grand-chose à changer. Il n'est pas encore en panic move, Grunborg, dans le fait qu'il mène toujours 3 cette série, et puis qu'à Zug, en gardant le même alignement avant la rencontre, c'est peut-être du Alors, je ne parlais pas 51-49. de l'alignement pour la quatrième ligne, mais la faire jouer un peu plus ou même un peu moins. Oui, mais Quand tu sais que il pourrait amener un changement dans ses mercenaires. On en a parlé un petit peu avant. Il pourrait peut-être faire des changements et des réadaptations de lignes aussi. On pense pas forcément au premier trio, on l'a déjà dit, mais après, voilà. C'est comme on disait pour les 3 premiers actes. Il n'a pas manqué grand-chose à Zurich hier, même si Zug donnait l'impression dès les premiers coups de patin que ce match allait peut-être tourner enfin en leur faveur. Pour revenir sur les changements tactiques que tu disais, Jérôme, mais ça a quand même changé quelque chose du côté de Zouk, puisque c'est la nouvelle troisième ligne avec Souris, Tsender et Allenspark qui marque le premier but et ce qui dérange Jakub Kovar, c'est la présence de Souris devant lui. Et ouais, Hein, il qu'il n'y a n'avait pas de pas avant. contact, mais Souris est allé au rebond et ça, il n'y avait pas et ça a ouvert le but pour Tsender. Ce que Grönborg peut changer sur sa quatrième ligne, c'est faire jouer Ken Sopa à la place de Mark Schliemann, par exemple. On Mhm. sait que voilà, Mark Schliemann est à -3 hier, en tout cas, ça c'est sûr. On sait aussi qu'il avait aussi puni Chris Baltisberger durant la fin de saison régulière. Il l'avait mis 13e attaquant et il ne le faisait pas jouer.
Après, au niveau défensif, Troutman n'a plus joué une seule seconde de jeu Oh, ça, tu peux depuis les quarts pas. de finale. Non, c'est vrai, Euh, ouais. voilà, il est septième défenseur, mais il ne joue pas. Donc, il n'a pas non plus. En défense, les choix de Grunborg sont beaucoup Tourne à 6, Bah, hein. plus à la légers. différence Ouais. de choix et de remaniement tactique de l'effectif, est-ce qu'on pourrait voir un autre match? Parce que pour l'instant, c'est du haut vol, ça joue bien, ça joue vite, il n'y a pas beaucoup de temps mort, on part d'un côté, on revient de l'autre. Est-ce qu'on pourrait assister à un match plus cassé, plus heurté, avec plus de brassage, de contact, des autres batailles qui pourraient apparaître peut-être? Bah écoute, Zug a gagné hier en allant de l'avant et en tirant à peu près de toutes les positions. Donc je pense qu'ils vont continuer comme ça demain. Donc on verra un Zug offensif qui a envie de faire le jeu. Et puis Zurich est à l'extérieur et n'aura pas le dernier changement de ligne. Donc Grunborg, il ne pourra pas vraiment jouer tactique. Et puis je ne vois pas Zurich jouer hyper défensif, même s'ils l'ont fait contre Bienne. Mais Bienne ne mettait pas la pression que Mezoug. Et puis on voit bien que Malguin, Andrighetto, Lenstein, Azevedo, ils ont envie d'aller de l'avant, quoi. Ils prennent le puck, ils ont envie de mettre de la vitesse. Donc moi, je pense qu'on aura demain le même match que sur les 4 premiers, quoi. Ça va aller d'un but à l'autre. Et puis Je voilà, pense, il y aura du spectacle, quoi. je pense que ce qu'on pourrait voir un peu plus, c'est des dégagements interdits volontaires, hein. C'est-à-dire, Gary, on Ouais, pour a souffler, bien ouais. analysé pour souffler quand il n'y a plus d'options de passe, vraiment de chercher juste le dégagement interdit pour couper le rythme aussi de Mhm. l'adversaire. Il y a eu très peu de dégagements interdits sur ces 4 premiers matchs. C'est assez impressionnant. Je crois que au Ils deuxième font des match, trop bonnes passes. sur le premier tiers, il y en a eu deux. Tu vois, donc c'est quelque chose qui peut intervenir. Mhm. Gary l'a bien expliqué aussi dans le commentaire. Parfois, c'est aussi un choix tactique. On n'a pas Bien d'autre sûr. option de passe. Donc, on préfère le dégagement interdit et recommencer dans la zone, surtout avec des joueurs dominants dans les séries mises en jeu. C'est quelque chose qui peut être utile, hein. Quand vous avez Kruger et Azevedo sur la glace, vous avez le choix, quel que soit le cercle choisi par Zug, vous mettez un joueur sur son côté fort pour l'engagement. Donc, forcément, c'est un avantage. Donc, pourquoi pas, de ce côté-là, aller plus souvent avec des dégagements interdits Il y pour a, casser le rythme. il y a coach Chetla, Michael, de son prénom, qui est arrivé dans le chat que je salue. Il dit il va changer le gardien et Métro demain. Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être le facteur X de la fraîcheur aussi qu'il peut avoir, que ce soit Rowe, Kenville. Il a des options peut-être. Déjà qu'on tourne à 4 blocs, de pouvoir peut-être poser quelqu'un. On ne sait pas, il y a aussi peut-être des petits bobos à tenir en compte. On parlait de Pedretti, mais il y a peut-être des autres petits bobos qu'on ne connaît pas et qu'on ne saura d'ailleurs jamais, parce qu'en playoff, on ne communique pas, qui vont expliquer peut-être un choix parmi les mercenaires. Ouais, mais si tu fais rentrer Raw, tu sors Kovar, mais ça veut dire que Kovar, tu le mets en tribune. Tu peux pas le mettre gardien remplaçant. Juste. Donc tu dois mettre un Suisse derrière Weber. Donc tu remets Flueller, qui n'a pas joué Non, depuis ouais, je sais bon, combien de Flueller, je Non, sais temps. pas. il y allait Il- avec Meyer quand Ou avec Flueller Meyer, ouais, revenu de c'est blessure. Bon, juste. Tu dois Flueller mettre attendait Meyer, ouais. un heureux événement. C'est pour ça qu'il était Est-ce peut-être que- pas numéro 2, m'a-t-on dit Donc dans la est-ce que tu demi-finale. Oui, prends, oui. est-ce que tu prends le risque que tout à coup Weber se blesse ou une petite élongation des adducteurs, puis tu fais rentrer Moi, je ton, pose des questions, messieurs. ton Vous y troisième répondez. gardien? Oui, oui, non, mais je vois que tu poses des questions, toi. Mais, non, mais c'est aussi le risque. Mais après, tu peux faire rentrer Rowe. Tu peux aussi, si tu veux contrer la ligne de centre de Zug, vraiment, tu peux aussi, par exemple, séparer Azevedo et Kruger, puis les mettre dans deux lignes différentes. À ce moment-là, tu n'as plus le choix sur les engagements Azevedo-Kruger, comme tu l'as dit, Pascal, où chaque fois un des deux prend le côté fort. Et puis Kruger, je crois qu'il était à 3 quarts d'engagement gagné. Je ne sais pas si sa stat est Oui, encore oui, comme les deux à ça par 73, rapport au match de Azevedo, hier, Kruger, ouais. ouais, mais ils sont incroyables, quoi. Ils gagnent 3 engagements sur 4. Donc, est-ce que tout à coup, tu peux peut-être les séparer et puis t'en mets un dans une ligne, un dans une autre je sais Je pas. En tout pense cas, que peut-être pas demain. son option première, ce sera de séparer Azevedo Kruger plutôt que de mettre Mhm. Kenville ou Rowe sur la glace, parce que Ouais, vraiment, comme j'ai dit en peut-être, début ouais. d'émission, il n'a pas confiance en eux pour ses playoffs. Il n'y a qu'à voir, hein. Rowe, depuis qu'il a fait la passe à Rayala à l'acte 3, il joue quasiment plus et il l'a vraiment mis parce qu'il n'avait pas de choix. Et Et Kenville, il n'a Kenville, pas de la même rythme. chose. Ouais, mais tu peux pas le faire rentrer, Kenville. Kenville, il Il a l'a mis au zéro premier rythme, match là. des playoffs et puis au match 2 ou 3 des demi-finales parce qu'il voulait sortir Rowe. Donc voilà. Quoi qu'il en Ouais, puis soit, vas-y, ouais, Jérôme, puis fini. est-ce que tu peux faire rentrer Kenville tout à coup comme ça au match 4 de finale alors que l'attaquant, il n'a Match pas 5. joué de Match match 5, 5, match oui, 5. pardon, et puis il n'a pas joué depuis l'écart. Est-ce que tu prends pas le risque qu'il n'ait pas le rythme? Parce qu'on a vu à Zug, Klingberg, il n'a pas beaucoup joué,
Mais il a joué un match contre Lugano, un match contre Davos, et là, il vient d'en jouer 2. Mais est-ce que tu peux faire rentrer Kenville tout à coup comme ça? Alors, je connais pas l'éthique de travail des deux, mais Klingberg est un tel compétiteur que quand il entre sur la glace, il y va à fond. Parce qu'il joue jamais à 99%, Klingberg. Il joue toujours à 100%. Et il avait un objectif lors du match 3, c'était d'aller déranger Kovar. Et ça s'est vu tout de suite. Il allait le chatouiller, il allait mettre des mises en échec derrière le but. Il s'est montré très présent. Un petit peu moins hier au niveau physique, mais il était comme là. Et Lander lui faisait bien la gueule à côté de la glace, hein, parce que je pense qu'il a compris les places sont chères. Hein. Que c'était peut-être la fin de sa saison pour lui. Enfin, Klingberg est un homme de play-off. C'est un très bon joueur, Klingberg, mais en play-off, il est fantastique. Il est fantastique. Et puis pas que la saison dernière, quand Zug est allé au titre, il a toujours fait de très belles choses. Il attendait son heure vraiment pour revenir dans l'alignement et certainement ne plus le quitter. Est-ce qu'on va encore avoir la kartoffel salade? Oh, il nous inventera quelque chose d'autre si Zug vient à gagner, je te le promets. Il y aura une autre chanson. Ce sera plus local. Une autre chanson de comment tu dis, de Schlager allemande qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Attention. Bon, 45 minutes qu'on part de la finale de National League pour dire de belles théories quand on a l'habitude de se projeter un petit peu et de voir ce que cela pourrait donner. En tout cas, match 5 demain soir. Et on va descendre d'un échelon, parler de la Swiss League pour revenir sur le titre de champion et la promotion de Cloton. Les Zurichois, ils sont enfin parvenus après 4 ans suite à la relégation contre Rapperswil. Les voilà de retour en National League pour le mois de septembre prochain, après avoir échoué la première année en quart de finale, la deuxième année bloquée par les Covid qui n'avaient pas mené à bout les playoffs, l'année dernière par le HC Ajoie. Cette année, Holton n'a pas pu aller contredire jusqu'au bout les Aviateurs. On va dire que c'est un club mythique, Pascal, de retour dans le championnat le plus haut de notre pays. Oui, bah écoute, c'est ce qui était prévu. Ils avaient cherché, tu l'as très bien résumé d'ailleurs, hein, ils avaient programmé de revenir le plus vite possible. Moi, je suis toujours un peu circonspect quand même, parce qu'on a 4 clubs du même coin. Économiquement, ça va être compliqué pour forcément au bout d'un moment pour un des 4. Mais voilà, Cotton voulait la promotion, voulait plus la promotion Cotton. Holton, c'était plus le pari à la Ajoie. Hein, pour moi, le sentiment comme je l'ai ressenti, c'est-à-dire profiter du fait que la promotion était automatique pour essayer d'aller, pourquoi pas, en National League. Maintenant, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont gêné sur ces playoffs de Swiss League, et on en a déjà parlé la semaine passée. D'une part, c'est que Ajoie prête son gardien à Cloton. C'est incompréhensible. Je comprends que d'un côté financier, il y a besoin d'argent, du côté de Port-Rentruy, et que ça faisait des rentrées d'argent. Mais je pense que le Holton qu'on avait, ou même un autre club, aurait été un meilleur prêt pour Wolf, tout simplement pour mettre des bâtons dans les roues justement d'un Cloton. Parce qu'avec l'équipe que Cloton a déjà maintenant, c'est déjà un candidat pour la 12e place. Oui, je pense que tout le monde n'est pas content de ces licences B qui ont été très permissives dues à l'après-Covid et au Covid et à l'après-Covid, que l'on n'a pas changé. On n'a pas changé tout ça, mais finalement, quand le règlement le permet, quelque part, on ne peut pas priver ces clubs de s'être renforcés comme ça. Et Cloton a mis la main. On avait quand même au but Zurkirchen, Niffler. Niffler lui a fait comprendre que, comme il avait signé à Holton, à mon avis, pour la saison prochaine, on ne comptait pas trop sur lui. Donc on a fait venir Tim Wolf, qui était disponible. On aurait très bien pu faire venir un autre gardien aussi de National League pour ces derniers matchs en licence B. Ben voilà, on a misé sur le bon élément, j'ai envie de dire. Et puis Wolf n'est pas venu faire du tourisme au bord de la Limat, mais bien jouer ce qu'il sait faire de mieux, son niveau de gardien époustouflant. Hein. Ouais, mais maintenant, tu es Cloton. Si t'es Victor Stancescu, directeur sportif de Cloton, et si tu vas pas avoir Patrick Berchi, ton directeur général, puis dire écoute, on arrive à sortir un peu d'argent, puis on rachète le contrat de Tim Wolf. Alors ça, c'est une autre question qui doit peut-être faire un petit peu transpirer certains dirigeants à Joulot de vouloir faire revenir Tim Wolf, le Zurichois, à Cloton. Ça, j'exclus pas. Il lui offre 350 000 francs, c'est plus que ce qu'il gagnait un joueur. Hein.
Ah bah ça. Non, mais c'est pas les licences B qu'on critique. Moi, je comprends pas pourquoi Ajoie prête son gardien à Cloton. Parce que Cloton monte l'année prochaine le tour de la finale des play-outs. Logiquement, ça devrait être Ajoie-Cloton. Donc, tu as meilleur temps pour Ajoie l'année prochaine de jouer contre Holton, qui est sur le papier moins fort que sur Cloton. Tu ne vas pas aider le meilleur, tu vas aider l'autre. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi Ajoie ait prêté son gardien Bah, à Cloton. Ils auraient dû le prêter à Holton ou même à Chaux-de-Fonds. Ça aurait même encore arrangé mieux Ajoie que Chaux-de-Fonds soit champion. Comme ça, Chaux-de-Fonds ne montait alors, pas. ça, Et puis c'est autre l'année chose. prochaine, tu as une National League à 13. Mais peut-être C'est ça que que je Chaux-de-Fonds comprends ne pas. recherchait pas des licences B comme ça coûteuses, peut-être Non, pour se mais renforcer, moi, tu je vois. comprends pas pourquoi Ajoie renforce Cloton, en fait. Bah, Ça, moi, j'ai une c'est ça que théorie, j'ai pas et compris, quoi. on en Bah, parle c'est de quand même avec l'argent. certains joueurs, C'est Jérôme, de c'est l'argent. que finalement, Cloton monte avec les performances de Team Wolf, mais pas que, hein, il y a aussi une Oui, performance oui, avec mais des gens qui ont marqué les buts et qui ont fait ils la auront un sacré différence et tout budget, hein. ça. Ils auront des sacrés étrangers, Cloton, l'année prochaine, hein. Cloton Et on là, verra C'est un si gros barrage budget, contre hein. Cloton, on va dire désigné, il pourrait y avoir Langnau, il pourrait y avoir des surprises, bien sûr, mais admettons que ça soit Cloton à Ajoie. Ajoie Mhm. perd cette finale des play-outs contre Cloton, doit se retrouver contre une équipe de Swiss League, la Swiss League qui va se réinventer, qui est devenue une SA, qui est indépendante. Est-ce Ouais, que bah, il y a peut-être Holton pas aura le encore. même budget? Attends, laisse-moi aller au bout. Est-ce que Holton aura le même budget l'année prochaine aussi parce que la promotion elle n'est pas offerte? Est-ce qu'on va pouvoir reconstituer des millions qu'on a mis de côté? Est-ce que ça sera Chaux-de-Fonds qui sera le favori? Est-ce que ça sera Langenthal? Quoi qu'il en soit, ça sera une équipe en bas qui sera moins ambitieuse et gourmande et déjà bien garnie que Cloton. Donc Oui, peut-être oui, que la montée de mais Cloton c'est n'est pas une si dangereux. mauvaise nouvelle. Mais Non, mais c'est dangereux de jouer comme ça, quand même. C'est jouer avec le feu, d'autant C'est- plus que pour l'instant, les deux ligues ne sont toujours pas d'accord sur le nombre d'étrangers à aligner lors Ouais, du alors barrage. ça, c'est une La sacrée Suisse League question, hein. voudrait que ça reste à 2 et la National League voudrait que ça ah, reste ça à discute 6. fort, hein. On peut te Ça le dire. discute Hein. fort, hein, ouais, et Mais est-ce qu'on les n'arrivera clubs pas à un de... compromis parfaitement suisse Bah, de se pour dire bah, l'instant, on il n'y a fait pas de 4? promotion-relégation, hein. Parce que si la Swiss League et la National League ne tombent pas d'accord, il n'y a pas de promotion-relégation, parce que la Swiss League va dire, bah, nous, on fait monter aucun club. Et puis, du coup, il n'y a pas de play-out en National League, forcément, il n'y a pas de promotion-relégation. Tu as 4 clubs de National League qui finissent leur saison à la fin de la saison régulière, et puis qui risquent de brader la fin de saison régulière, parce qu'ils sont déjà sûrs de ne pas faire les pré-playoffs. Donc, ça serait Non, une sacrée moi, je pense qu'en catastrophe. compromis, on va y arriver parce que Mais la ouais, mais tu veux Swiss faire League. quoi comme compromis? Mais la Swiss League arrive à un tournant très important aussi de se situer et de se créer une entité à part entière et elle ne peut pas rompre le contact avec la National League. Bien sûr qu'elle est la deuxième division et puis qu'elle arrive et puis qu'elle doit être ultra convaincante pour trouver ça, mais si la National League reste sur son statut de 6 étrangers dans le barrage et que la Swiss League veut 2, vous verrez qu'on arrivera à 4 et puis que les clubs Ouais, mais ça ambitieux... fera des frais, Oui, des frais pour la Swiss League. ah Mais bah, on en même était temps, déjà à regarde ça avant, Holton. hein. Holton, ils en avaient un troisième cette année Oui. à disposition. La Chaux-de-Fonds avait un troisième et ils l'ont bien fait de le prendre parce que leur étranger Sondre Holden s'est blessé. Ouais. Enfin voilà, il y avait quand même des cartouches. Donc, je pense Mais si que... tu te rappelles bien, David, au début, quand il y avait les promotions-relégations, je parle de ça il y a plus de 10 ans, il y avait 4 étrangers en Liga, 2 étrangers en Ligue B. Et le champion de Ligue B engageait 2 étrangers pour faire la promotion-relégation à 4. Et puis ensuite, ils avaient arrêté ça et c'est le club de Liga qui enlevait 2 étrangers pour faire la promotion-relégation à 2. Donc, est-ce que maintenant on va monter à 6, être à 4, comme tu dis, trouver un compromis? Est-ce que le club de National League va enlever 4 étrangers pour jouer à 2? Bon, Ça me ça, paraît quand même beaucoup d'enlever 4 étrangers, hein, ça ça, fait je un pense qu'on bloc, hein. n'arrive peut-être pas Moi, jusque-là. j'y Mais... vois, Mais j'y vois quand même c'est encore un autre tendu, hein. problème, c'est que maintenant, il y a une date limite des transferts des étrangers au niveau international. Mhm. Donc, ça veut dire que des clubs ambitieux, déjà, à partir de quand est-ce que tu autorises d'avoir plus d'étrangers en Swiss League? Bah, c'est Est-ce que ça, c'est pour déjà. les playoffs? Est-ce que c'est juste pour le barrage? Bah, Parce normalement, que, ça serait. typiquement, tu citais 3 clubs, David. C'était pour la finale avant. Ça commençait Ça en veut finale dire de que Ligue B. ces trois clubs, ils vont devoir engager 2, 3 étrangers Mhm. supplémentaires pour les playoffs sans savoir s'ils vont les faire jouer. Oui. Ouais. Un Ah non, mais... entraîneur de Swiss League m'a dit il y a des clubs qui vont dire non, quoi. bah, Parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. bien sûr. Alors, si je me rappelle bien, en Ligue B, ils pouvaient déjà mettre 4 étrangers lors de la finale de Oui, Ligue mais B. C'est juste. et puis c'était des licences B. Oui, exactement. Voilà. Mais imaginons que tout d'un coup, bah, il y a des clubs qui disent non, non, bah, avec les pré-playoffs, en gros, sauf si tes places 12 et 11 sont claires, tout ça, il y a très peu de clubs qui vont dire écoute, ouais, c'est bon, tu peux prendre mes étrangers Ouais. pour les playoffs.
Même la Swiss League en entier va devoir se trouver une place dans ce qu'elle doit être. Est-ce qu'elle doit être un championnat de développement des jeunes? Est-ce qu'elle doit être un championnat de club ferme et on ferme la ligue? Comme le dit Fabien, ça ferait plaisir Ouais. aux Ajulots hein, qu'on ferme la ligue et certainement aux aviateurs de Cloton, mais c'est pas C'est encore prêt, c'est pas encore mûr dans les têtes pour fermer ça. Ben, moi, Euh, j'aurais une question à vous poser, justement. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un système National League Swiss League comme un système NHL AHL, peut-être? Je sais pas, je lance comme ça c'est Vladi aussi qui le C'est dit dans le la chat. question, la mais discussion, ça fait 20 ans que ces discussions existent en Suisse, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de réponse, tout simplement parce qu'il y a quand même, il y a toujours des clubs qui estiment en Swiss League qu'ils ont leur place en National C'est League, ça. ouais, mais tu pourrais parce très bien qu'ils faire font comme quand partie de Vegas est monté. l'histoire de... Tu crées une franchise. Comme par exemple la NHL, quand ils ont créé une franchise. Pourquoi on ne pourrait pas tout à coup dire, OK, bah là on a un club de Swiss League qui est ultra Non, mais tu dominant peux pas depuis deux faire à la trois années, carte de eh dire, ben ah bah on le regarde, il y a un crée. club qui a le Bah, budget Ben, et en qui est ultra NHL, ils le font dominant. bien, Puis... ça fonctionne. c'est exactement, bah, pour regarder Oui, plus mais près il de chez nous, crée c'est une nouvelle exactement ce qui se passe en franchise. Finlande. C'est exactement ce qui s'est fait en Finlande. Et ça a été la C'est- problématique quand Jokerit est parti en KHL, puisque tout d'un coup, ils se retrouvaient à 13. Là, ils sont à 15. Jokerit doit reposer un dossier pour revenir en Liga, ce qui va être fait durant l'été pour la saison 23-24 et qui sera Mhm. certainement accepté parce que je pense que du côté de Helsinki et de l'IFK, il y a une très grosse envie de retrouver Jokerit, ouais. les derbies contre Jokerit. Euh, Après, tu vois, par exemple, je parlais des clubs qui estiment qu'ils ont historiquement leur place en National League. Typiquement, Chaud de Fonds. Actuellement, ils n'ont pas la patinoire pour. Viège a fait des gros investissements aussi. On rappelle que Viège a Mhm. été champion de Suisse quand même dans les années 60. Il y a Euh, Sierre qui a un gros projet. Sierre a un énorme projet. Ah Donc, non, mais c'est pour pour moi, ça que je vous dis supprimer la que... promotion-relégation pour un système franchisé, c'est plus se tirer une épine dans le pied qu'autre chose. Et puis, Mhm. je peux vous dire, on les a vécus aussi par le passé, ces matchs de barrage promotion. Et je rejoins Morissette Ah, dans le c'est chat génial. qui dit que c'est ce qui fait le charme de ces championnats. Ben C'est oui. bien Lausanne à l'époque, excusez, mais c'était quelque chose. Qu'on soit biennois ou lausannois, hein, c'était fou, c'était incroyable sur la glace. Les matchs 7 qu'ils se sont disputés étaient à chaque fois électriques avec des rebondissements pas possibles. Ben, on vit aussi pour vivre ce genre d'émotions-là, pas que des émotions pour le titre, des émotions aussi avec la peur au ventre. Ah bah évidemment, moi je suis entièrement pour le fait qu'il y ait une promotion-relégation entre la National League et la Swiss League, bien évidemment. Mais si les deux ligues n'arrivent pas à s'entendre, ben, je ne sais pas dans quelle direction on va, mais on va pas bien. Il y a Julia dans le chat mettait qui dit que c'était pas bon pour le cœur. Ça, on te l'enlève pas. Il faut pas avoir une Non, pour le petite cœur, c'était pas insuffisance beau, non. cardiaque quand. Déjà, les play-outs, suivant quoi, pour avoir vécu d'assez près une série de play-outs entre une équipe qui avait quasiment fait les play-offs et qui s'était retrouvée en finale, pardon, je n'aime pas ce terme, des play-outs, euh, c'est des moments qui sont très durs à vivre pour les joueurs. Alors pour les supporters, c'est encore pire, mais pour les joueurs, c'est très difficile. Mais il y Après, avait. après, pour revenir sur la solution de fermer la ligue, on peut regarder aussi ce Mhm, qui s'est fait en Allemagne. J'ai bien aimé parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes financiers avec des gros clubs, mhm. notamment les Eisbären Berlin qui avaient fait faillite et qui avaient réussi à rester en DEL. C'est qu'ils ont fermé pendant quelques années. Ça devait se terminer l'année passée, c'est revenu pour cette année. Ils avaient fermé la DEL pendant 5 ans en disant on va stabiliser financièrement nos clubs en DEL 1, en DEL 2 et on va revenir ensuite avec une promotion-relégation. Ils sont passés avec une promotion automatique l'année passée où c'est Bittingen qui est monté parce qu'ils étaient champions de DEL 2. Je trouve que ça pourrait être la solution intermédiaire aussi pour stabiliser la Swiss League, le temps de trouver le rôle de la Swiss League, de Tout à fait. permettre à Ajoie, Cloton de stabiliser aussi leurs finances, Mhm. Alors, de permettre à Holton de digérer aussi cette saison où ils ont fait énormément d'investissements, parce que ça va être là la problématique. C'est que Holton va devoir digérer financièrement cette saison, alors qu'ils avaient ils avaient des ambitions et qu'ils n'ont pas pu aller au bout de c'est leurs ça. rêves. Mhm. On prend la question de Gaëtan Grossrider. Est-ce qu'un vrai partenariat avec adaptation du règlement pour avoir des clubs fermes serait pas intéressant? 6 étrangers, pas forcément tous des top shots en National League, et 2 en Swiss League, nous dit, ça fait 8. Si les clubs de National League prennent 7 voire 8 licences sur la saison,
il pourrait peut-être les parquer en Swiss League avec des partenariats. Ça ne serait pas toujours un coup d'avoir un étranger surnuméraire, puisqu'il pourrait être appelé en tout temps, hein, finalement, comme le font les ZSC et les Getseka Lions, et de le faire aussi sur les autres. Et ça pourrait aussi, entre blessures, suspension, être une sorte de location et pas forcément un luxe, nous dit Gaëtan. On revient au problème du rôle de la Swiss League. Voilà. Bon, c'est une belle solution, effectivement. Financièrement, ça peut être intéressant aussi pour les clubs de Swiss League d'avoir un partenariat dans ce sens-là, mais on revient au problème du rôle de la Swiss League. Après, hasard ou pas, je ne sais pas, mais les deux finalistes cette année, Zug et Zurich, sont les deux qui avaient un club en Swiss League avec Academy et puis avec Grasshopper. Hein. Ouais, mais t'as vu donc comment est-ce que c'est un Academy a été hasard ou pas? traité Je ne sais pas, par la mais Swiss League. Tout c'est le monde ça, a... ouais. Et puis on voulait aussi se débarrasser des Rockets, puis finalement on s'est dit si on se débarrasse des Rockets et de l'Académie, ça va faire trop de clubs. Zug avait acté sa décision et aujourd'hui ça se mord les doigts parce qu'il va y avoir de nouveau... Avec la saison qu'on a vécue, la National League a un peu baissé parce que Langnau a été très mauvais. On a beaucoup parlé d'Ajoie, mais qui était le néo-promu, qui avait peut-être des excuses de son côté, mais Langnau a été très mauvais, ça nivelle aussi par le bas, mais la National League s'est trouvée son rythme de croisière. À 13 ou à 14, ça ne va pas changer, ça va peut-être être mieux à 14, parce qu'on a aussi la fin de ces groupes régionaux qui ne va pas faire de mal de plus les entendre parler et d'avoir 52 matchs de saison avec 4 tours. Surtout la version qu'on a eue avec 13 équipes. Voilà. Donc ça. Après, bien sûr que la Swiss League doit se trouver, qu'on est peut-être dans un petit pays et tout ça, donc pourquoi pas aller sur le choix allemand de se dire on touche rien tant qu'il n'y a pas un vrai candidat sérieux en Swiss League et que le rythme est trouvé, parce que la Swiss League, il y a des équipes qui sont ambitieuses, il y en aura encore, le Holton va le rester, même peut-être avec un budget revu à la baisse, je ne suis pas dans les dirigeants sur le roi, il y a Viège qui sera là, il y a peut-être Chaux-de-Fonds qui à terme voudra, il y a Sierre, on l'a dit, et il y a toutes les autres équipes qui... vous mettez Turgovie et Langenthal au milieu dans le ventre mou et toutes les autres se battent pour finalement un petit peu survivre et éviter la dernière place. Donc il y a ce championnat à 3 vitesses qu'on connaît moins en National League maintenant que les pré-playoffs ont été instaurés. On se bat plutôt pour les dernières places et oui, il y a les équipes qui sont largement devant, mais tout le monde peut battre tout le monde, tandis qu'en Swiss League, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est à la Swiss League vraiment de se mettre à table maintenant, de discuter et de trouver une solution. On a déjà essayé de supprimer ces clubs fermes qui n'était pas une réussite. Zug Academy a dit ok, nous on stoppe les frais, on va mettre ça sur les juniors de manière plus conséquente et tout ça. Les Ticino Rockets veulent absolument continuer, les Getseka sont toujours là. C'est pas clair, c'est pas clair. Disons que l'avantage, je dirais, c'est que pour la prochaine saison, il n'y aura pas tant de clubs ambitieux que ça, comme tu le dis. Hein. Chaux-de-Fonds, pour moi, ils ne sont pas financièrement et infrastructurellement prêts pour le monter. Même chose pour Sierre. Donc, il ne reste plus que Viège et Holton, au final, qui auront des ambitions. Et comme j'ai dit, Holton, ils viennent de faire pas mal de frais, donc ils vont devoir réfléchir aussi de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépendra aussi, parce qu'il y a toujours cette rumeur que j'entends du côté de Genève où Niffler, Dominique, qui a signé à Holton, pourrait être pris avec si Genève arrive à caser Robert Mayer ailleurs. Hein, ça ferait un Robert Mayer qui est payé par 3 clubs différents, puisque Davos a une partie du contrat aussi. Voilà, Et puis, Bâle, qui est le néo-promu, ils n'auront pas d'ambition parce que Bâle, ils vont se souvenir par quoi ils sont passés quand ils ont été promus alors qu'ils avaient été ambitieux et la faillite, la relégation administrative. J'aimerais que Cloton s'en souvienne aussi. Parce que c'était quand même la question du début de cette partie. Cloton de retour dans la National League, on doit aussi ne pas oublier ce que Cloton a vécu par le passé et d'où ils reviennent finalement. Donc à eux aussi de ne pas faire n'importe quoi à l'échelon tout en haut. Bon, apparemment, ils ont déjà un gros budget en Swiss League. Hein, c'est ce que tu es en train de dire, Jérôme. Ils ont aussi quelque chose... il me semble qu'ils ont aussi un soutien financier qui est un peu comme à l'époque avec Swissair. C'est pas pour rien qu'on les appelait les aviateurs d'ailleurs. Hein, c'est que c'était le club de Swissair. Et c'est Swissair qui finançait le budget dans les années 90. C'est pour ça que c'était une des grosses puissances. Ils ont eu on m'a dit, le patron aussi de Faust. Voilà, ils ont eu des grosses têtes pensantes qui effaçaient les dettes aussi. Oui. Moi, j'ai entendu dire lors de l'acte 3 à Zug, puisque j'étais à la Bossart Arena, que Cloton aura un gros budget et qu'il faudra s'attendre à 6 étrangers vraiment très forts. Et puis qu'ils vont miser là-dessus. En fait, ils vont garder leurs joueurs suisses
de maintenant, et ils vont améliorer l'équipe avec 6 gros étrangers, quoi. Et ils vont vraiment miser là-dessus. Ça paraît logique quand tu as déjà 11 Ah oui, millions, évidemment que c'est 11 millions en logique. Swiss League, c'est déjà énorme. Les autres clubs Ouais, mais tournent entre 2,5, 3,5 millions peut-être en Swiss League, donc Non, mais déjà là, tu es au-dessus. c'est vrai que si tu as l'équipe de maintenant plus 6 gros étrangers, dont peut-être un gardien, tout à coup, Bon, on a commencé à un faire gros déjà gardien, les ça peut être pas mal, hein. déménagements, hein. On a déjà fait un premier point de dire qui on gardera pas. Il y a Ouais, des, mais ça peut il y a faire des une belle équipe, défenseurs, Tottenham. oui, il y a des défenseurs qui vont devoir aller chercher d'autres clubs en Swiss League parce qu'ils ne seront pas pris dans l'aventure National League. C'est clair. Ils vont plus avoir les moyens de le faire que Ajuan l'a eu il y a 12 mois en arrière. Ça, c'est sûr. Ah oui, alors ça c'est sûr, ouais. Déjà, personnellement, moi, je garde Robin Fegren et Eric Faye, hein. Ils ont clairement montré le niveau. Déjà, Fegren, avant de signer à Cloton, il avait le niveau pour la National League, donc c'est pas un souci. Et il Euh, paraîtrait que le troisième étranger serait un étranger de Swiss League déjà, mais que l'annonce n'a pas encore été faite. Ça pourrait être un joueur qui a été très très bon cette année, qui avait joué quelques matchs l'année passée, mais qui a été très bon. C'est Jonathan Eng de Turgovie, qui pourrait être le J'ai aussi troisième. entendu Ah ouais. cette rumeur-là. On a la même source, je pense. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, En tout cas, on sait que Hang il sera plus à La Turgovie, ça c'est Turgovie, sûr. ouais. c'est ça. Quoi qu'il en soit, 14 équipes l'année prochaine en National League, 6 étrangers. C'est la nouvelle donne, donc de quoi donner encore pas mal de travail aux directeurs sportifs ces Oh oui. prochaines semaines. On passe au menu de la semaine et on conclura l'émission juste après. Le menu de la semaine, bien sûr, que vous découvrez avec demain soir, Zug Zurich Acte 5. Je serai personnellement en studio avec grand plaisir pour pouvoir participer aussi à cette finale Jonathan Fillon avec Gary Chian en patinoire et Régis Cerf comme reporter. Vendredi éventuel, bien sûr, un match 6 à voir en fonction de ce qu'il se passe mercredi. Samedi, la formule électrique, Jérôme, pour toi. Exactement, à Monaco, course mythique à Monaco, avec Mortara et Sébastien Buemi comme pilote suisse. Ça va être Je sais très très qu'on est chouette. dans un podcast à vocation hockeyistique, mais le championnat est plutôt intéressant et Mortara a fait un très bon début de saison, si on peut faire une petite parenthèse. Ah bah oui, il est en tête du classement et puis il a perdu la tête du championnat à Rome lors des 2 dernières courses. Donc on espère rebondir sur ce mythique circuit de Monaco. Dimanche, éventuel match 7 pour le 1er mai, jour de la fête du travail. On ne serait pas contre de travailler un petit peu si vous comprenez qu'on pourrait disputer un match 7 et qu'on dise ensuite allez à Yakta Est, que le meilleur gagne. Et on lance les dés et on regarde si ça tombe sur Zug ou Zurich. Mais enfin, la saison, nous, on la poursuit. On a encore de l'énergie, non? C'est pas vrai? Ah oui, tout plein là. Pour un 7e match, il n'y a aucun souci. C'est comme les joueurs. Énergie, Formule E, pas mal, hein. C'est aussi pas un bon lien, hein. Bravo David. Voilà. Pascal, je te remercie d'avoir été avec moi dans cette heure d'émission. Merci aussi à toi, Jérôme. Avec plaisir. On a bien sûr Avec plaisir, oui, le rappel de fin que vous allez retrouver le podcast d'Overtime aujourd'hui, d'ici quelques temps sur Facebook, aussi sur les applications, on va dire, connues. Je ne le fais pas autant bien que toi, Pascal, hein, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur, j'en oublie un, sur SoundCloud. Bien sûr, vous pouvez liker l'émission du jour, vous pouvez vous abonner, nous suivre, nous mettre des commentaires comme vous l'avez fait aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été aussi présent dans l'espace de discussion. On vous donne rendez-vous demain 19h30. Passez une très très belle fin de journée et rendez-vous demain. Merci. Allez, bye bye.